Super. Donc, on est toujours bien dans les usages les plus-values pédagogiques du numérique en lien avec les usages PEDA de la vidéo. Nous sommes toujours cofinancés par l'Union européenne. Donc, je vous rappelle les différents points. C'est un organe de l'Union européenne qui est destiné à un fonds de soutien à l'emploi et qui permet de financer alors le projet Comet, qui permet alors de vous offrir ce genre de formation gratuitement. D'ailleurs, je vous ferai parvenir, si ça vous intéresse, un webinaire qui a eu lieu pas plus tard qu'hier à propos de la question du genre en lien avec les métiers du numérique. Donc, c'était Julie Henry qui proposait ce webinaire-là et c'était super intéressant. Donc, je vous enverrai aussi le lien dans nos futurs échanges si ça vous intéresse. Je continue. Alors, on vient de voir, la semaine passée, on a vu qu'il existait différents types de vidéos, leurs caractéristiques pour dire qu'elles sont plus ou moins efficaces, leurs usages pédagogiques, et aujourd'hui, on s'intéressera alors plus spécifiquement à la découverte du logiciel de captation et de montage. Alors, pour entrer directement dans le vif du sujet, ma première question, est-ce que vous avez toutes les deux installé finalement le logiciel Active Presenter? Oui. Oui, c'est déjà la base, Et moi c'est pas. super. Désolée. Il n'y a pas de souci. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de l'installer pendant la séance, vous pouvez simplement découvrir aussi les différents outils si vous le souhaitez, hein, si c'est plus Oui. confortable pour vous. Comme je disais, je vous enverrai la vidéo de toute façon avec les différentes manipulations. Donc, pas de tracas à se faire. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi finalement de travailler avec Active Presenter? Parce que c'est un logiciel qui permet de capturer et de monter au sein du même programme, si vous voulez. Donc, ça veut dire que vous pouvez à la fois réaliser du montage, donc couper une vidéo, faire des transitions, des animations, ajouter de la musique, ce genre de choses, mais vous pouvez aussi réaliser des captations, c'est-à-dire que vous pouvez réaliser des screencasts, comme on l'a vu la semaine dernière, finalement, enregistrer ce qui se passe sur votre écran sur base d'une présentation classique que vous aurez réalisée, sur base d'un Geniali, sur base d'un PowerPoint, ce genre de choses. Vous pourriez très bien enregistrer votre écran directement à partir du programme ici, Active Presenter. Ce que d'autres programmes finalement ne font pas directement, ils proposent soit de la capture, soit du montage. Donc si je prends l'exemple de iMovie, il s'occupe essentiellement de réaliser du montage et ne permet pas de faire de la captation. QuickTime Player fait de la capture et du montage, mais c'est pas multiplateforme. Ça veut dire que ça tourne essentiellement finalement sous Mac, si vous voulez. Que Active Presenter fonctionne à la fois sur PC, sur Mac et sur les différents produits. Il faut savoir aussi qu'il existe un autre logiciel qui s'appelle Camtasia, qui est beaucoup plus spécifique finalement à l'enseignement, beaucoup plus intuitif au niveau de la mise en pratique des différents éléments au sein de votre table de montage, mais le problème c'est que c'est payant. Et la licence de Camtasia, finalement, je crois que c'est 300 ou 350 euros, donc voilà, c'est un peu plus intéressant de travailler avec une suite logicielle qui est au départ gratuite, qui offre pléthore de possibilités, plutôt que de s'attarder directement à des programmes qui sont très onéreux et pour lesquels finalement l'ensemble des options, ben, on ne les utilisera forcément pas au début quand on se lance dans l'aventure du montage. Donc voilà un peu pour brasser l'ensemble des services qui existent. On parlait de Shotcut. Je ne sais pas si aujourd'hui Shotcut permet la capture d'écran directement. Shotcut, c'est essentiellement comment? On Moi, je l'utilise ne fais que principalement. le Oui, montage sur Shotcut et j'utilise OBS oui, Studio pour pour faire la enregistrer. captation. Effectivement. Et donc, le souci, entre guillemets, c'est une question d'habitude, hein, effectivement aussi, mais autant centraliser les possibilités au sein d'un seul et même programme pour éviter les problèmes de compatibilité, mettons, entre l'exportation de la captation et la possibilité de le monter correctement à la suite, hein, encore une fois. Maintenant, si vous avez l'habitude de travailler sur Shotcut au niveau du montage et OBS au niveau de la captation, ben, c'est très bien aussi, je vais dire, hein, c'est vraiment comment on se sent le mieux par rapport à l'utilisation de ces différents logiciels, hein. Voilà. Alors, pourquoi Active Presenter? Comme je vous l'ai dit, c'est un logiciel qui est open source, qui est produit par Atomic System. Donc, open source, ça veut dire que le code est rendu disponible. Si on a envie, à un moment donné, et qu'on s'y connaît un peu en termes de codage, eh ben, on peut proposer ce service à la communauté qui va sans cesse essayer d'améliorer alors les fonctionnalités du logiciel.
Ensuite, comme je vous l'ai dit, hein, ça permet la capture et le montage en un seul logiciel. Il y a une version payante, mais la version gratuite est déjà très très complète au niveau des possibilités que ça offre, sachant que si on décide d'utiliser telle option qui se trouve dans la version payante, on peut quand même l'utiliser dans la version gratuite, mais alors avec un petit filigrane qui se placera en haut à droite de votre écran. J'y reviendrai parce que c'est important à savoir que si ce filigrane apparaît, ben, c'est intéressant de pouvoir se dire, bah, on ne va pas intégrer d'éléments en haut à droite de l'écran, sinon il risque d'être masqué par rapport au filigrane. Voilà, je vous montrerai à quoi ça ressemble, ce fameux filigrane. Alors, ça fonctionne sur PC, sur Mac. Malheureusement, ça ne fonctionne pas encore sur tablette, si mes souvenirs sont bons, et encore moins sur les smartphones. Donc, si vous avez des connaissances en termes de codage, vous pourriez proposer vos services pour améliorer encore une fois les possibilités. Suite au prochain épisode, pourquoi pas. Alors, je vais juste vous présenter l'interface globale d'Active Presenter avant de se lancer directement dans les exercices, simplement pour vous montrer que ça ressemble assez bien à ce qu'on a l'habitude de retrouver dans la suite Office. Ça veut dire qu'on se retrouve avec un bandeau, un ruban plutôt sur le dessus de l'écran ici, avec l'accueil, l'insertion, les questions, etc., etc. Et au niveau alors des différentes balises, on se retrouve vraiment de la même manière que sur la suite Office avec les différentes options. La seule grosse différence qu'il va y avoir finalement, c'est toute la partie inférieure de l'écran qui concerne véritablement la ligne du temps qui va être finalement le cœur du logiciel ici. Cette ligne du temps va vous permettre effectivement de réaliser le montage avec une série d'outils qui va vous permettre soit de couper la vidéo, d'ajouter alors des fondus, par exemple au niveau du son. Si vous voulez diminuer la bande sonore d'une piste audio au profit d'une autre, et bien assurer les transitions, c'est ici que ça va se passer. Ou alors accélérer la vidéo, ajouter une zone de flou, ce genre de choses. Tout ça, c'est possible de le faire aussi au sein d'Active Presenter. La seule grosse différence par rapport à d'autres logiciels de montage et de captation, ça va se situer vraiment sur la partie gauche ici de l'écran. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur apparaître lorsque je le bouge. Oui. Oui, ah, super. Donc, pour cette partie gauche ici, ça ressemble assez bien aussi à PowerPoint, c'est-à-dire qu'on va fonctionner sous forme de diapositive. Et donc ça, on ne le retrouve pas forcément dans les autres logiciels de montage. Et cette partie sous forme de diapositive, c'est ce qui va vous permettre justement d'intégrer différentes questions pour apporter un peu d'interactivité à votre vidéo. Et ça, j'y reviendrai aussi. C'était pas forcément présenté dans les exercices, mais il y avait une demande concernant la possibilité de réaliser des quiz à l'intérieur de la vidéo. Donc j'ai pensé à la manière de faire avec Active Presenter et je vous montrerai aussi un peu à quoi ça peut ressembler sur un service qui est gratuit aussi qui s'appelle Edpuzzle. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, je connais. Ah ben voilà, et ben de cette manière-là, alors, il faut voir les potentielles compatibilités entre le format d'exportation de vidéos interactives sur des espaces type Moodle, type Classroom, ce genre de choses, pour voir si c'est possible de l'intégrer, parce que l'exportation ici de vidéos interactives se fera essentiellement sur du HTML5 et pas sur un format classique type H5P qu'on pourrait retrouver sur Moodle, par exemple. Je sais que Moodle intègre le H5P, mais je ne sais pas s'il est possible d'intégrer directement du code HTML. Je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble aussi, mais vous pourriez générer un lien que vous enverrez à vos étudiants, et alors les étudiants auraient la possibilité de visualiser la vidéo avec ce quiz, mais alors moyennant l'utilisation d'un navigateur classique, voilà, et d'une connexion Internet. Alors, je continue. Je vous parlais de Camtasia, ça ressemble à ceci, finalement. C'est-à-dire que vous avez beaucoup plus d'options et c'est un peu plus intuitif qu'Active Presenter, mais ça ne vous permet pas forcément de réaliser des quiz et ce genre de choses. C'est essentiellement du montage et de la captation sur Camtasia. Disons qu'il est un peu plus gourmand au niveau de l'utilisation, au niveau de la batterie, au niveau du processeur de votre ordinateur, etc. Par contre, voilà, comme je disais, il est très intuitif, adapté à l'éducation, et la bibliothèque de tutoriels fournie est essentiellement, véritablement de qualité. Mais sur Active Presenter, n'hésitez pas à vous rendre sur le site aussi. Il y a énormément de tutos, il y a une grosse base de données à ce niveau-là si vous avez des questions plus spécifiques, hein, il ne faut pas hésiter. Donc voilà, je vous ai mis un lien vers les tutos de Camtasia que vous pouvez aussi transférer à la logique d'Active Presenter. C'est effectivement quasi les mêmes options. Alors, je vous passe les exemples de réalisation car c'était, si vous vous souvenez, et vous y avez assisté en plus, c'était la vidéo qui a été consacrée à la présentation des principes de Meyer. Vous voyez, sur les caractéristiques d'une vidéo efficace qui avait été réalisée par Jonathan.
Et donc, on peut faire ce genre de choses très rapidement, finalement, moyennant quelques supports et quelques connaissances techniques que je vais vous développer ici. Donc, j'avance par rapport aux exemples. Est-ce qu'il y a déjà des questions jusqu'à présent? Non, pas pour moi. Pour moi non plus, merci. Ok, pas de souci. Eh ben, on avance alors du coup. Super. Je vous avais proposé des exercices disponibles directement sur le Padlet. Est-ce que vous avez directement accès au Padlet? Je sais bien que pour Madame Milis, c'est OK, Oui, puisqu'elle moi, avait c'est bon. déjà OK. Ouais. Et Moi, alors, j'ai vraiment pas eu le temps. Vraiment pas de problème, pas de problème. Ce que je vais faire alors, c'est directement vous envoyer le lien au sein de la conversation sur Teams. Oui. Oups. Je vais juste sortir mon écran. Voilà, je voulais placer dans la conversation et normalement, vous devriez avoir accès à une interface comme ceci qui vous rend directement sur le Padlet et vous pouvez cliquer sur formation vidéo 15 du 12 2023. Sachant que si vous voulez, encore une fois, c'est un autre partage de ressources hein, finalement, mais si vous avez l'intention d'aller voir les différentes ressources qui sont réalisées dans le cadre du projet Comet, eh bien le Padlet comprend les différentes réalisations qui ont été faites durant notamment l'école d'automne ou alors d'autres thématiques qu'on traite habituellement. Alors, lorsque vous allez sur le Padlet, finalement, vous vous rendez compte qu'il y a différentes ressources, les ressources vidéo, les ressources de la musique, les exercices proposés, le PowerPoint, etc., etc. Moi, je vous invite à regarder les exercices proposés ou à tout le moins les avoir juste à côté de vous, de manière à ce que vous puissiez suivre les différentes phases des exercices que je vais vous montrer au fur et à mesure de la démonstration. OK? Alors, premier exercice, je vais les passer en revue assez rapidement, comme je vous dis, assez enregistré. Vous pourrez alors, je pourrais faire un montage avec des ralentis si vous le souhaitez, des zones de flou, ce genre de choses, il n'y a pas de problème. Mais à tout le moins, ce que je vais faire, c'est les faire hops, en direct. Et lorsqu'une question se pose, je pense à vous, à Madame Milis, qui avait eu l'occasion de réaliser les différents exercices, n'hésitez pas à m'interrompre si à ce moment-là particulièrement, ben, vous souhaitez intervenir, il n'y a pas de souci. Ça va? Oui, oui, j'ai une liste de questions et dès que ça vient, je les pose. Eh ben c'est parfait, c'est parfait. On démarre alors. La première chose finalement, c'est que quand vous lancez le programme, eh ben encore une fois, ça s'apparente assez bien à la suite Office. Hein, finalement, on se retrouve avec différentes possibilités, différents modèles. Moi, je vous invite simplement à lancer un modèle vierge, à partir duquel alors vous vous retrouvez avec l'interface que je vous montrais tout à l'heure, qui est totalement vide, mais qui s'apparente finalement à un logiciel de présentation classique type PowerPoint. Alors, la première chose que je vais faire, parce qu'on va réaliser d'abord une vidéo, c'est de supprimer ces deux cadres ici qui apparaissent en plein milieu de la diapositive. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que lorsque je réaliserai une transition entre deux plans vidéo et que je fais, imaginons, un fondu entre les deux, eh bien, le fondu, si vous voulez, va faire apparaître en filigrane les deux éléments qui apparaissaient au départ du cadre. Donc, ce que je vais faire, et ce qui ne figure pas ici dans les exercices, c'est également ajouter un remplissage au niveau du fond, si vous voulez, de ma diapositive. Pourquoi? Parce que si je décide de réaliser un fondu au noir entre deux vidéos, et si je n'ai pas un fond noir, ça veut dire que je vais avoir un fondu au noir effectivement, mais avec une transition qui va, qui va apparaître, qui sera directement blanche, et puis de nouveau un fondu au noir. Donc ça va marquer une cassure et ce ne sera pas propre. Je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler si je n'avais pas fait ça au départ. Donc ce que je vais faire, c'est simplement, relancer un projet vide. Vous voyez que ça, c'est intéressant aussi parce que je peux travailler sur deux types de projets en même temps. Ça s'apparente sous forme de différents onglets, hein, comme vous le voyez ici. J'ai juste pas appelé, je n'ai juste pas dénommé finalement les deux types de projets. Mais c'est bien deux projets différents. Donc, je travaille sur celui-ci. On vous dit hein, de changer la langue du logiciel s'il n'apparaît pas en français, mais c'est essentiellement pour les personnes qui utilisent un Mac par rapport au PC. Sur Mac, par défaut, c'est affiché en anglais. Pour changer la langue, c'est simplement cliquer sur Active Presenter en haut à gauche, aller sur Préférences, et là, vous voyez un menu qui apparaît
avec la langue d'affichage, vous pouvez changer la langue et redémarrer le programme pour que ça s'affiche en français. Donc voilà, on vient de faire le premier exercice qui est l'exercice 0, on avance. L'autre exercice qu'on vous propose finalement, c'est d'insérer, recouper et d'ajuster des plans. Comment est-ce qu'on va faire? Finalement, rien de plus simple. Petit clin d'œil, hein. Tout a l'air toujours plus simple quand c'est quelqu'un qui le fait, hein, je vous le dis tout de suite. Néanmoins, regardez bien la manipulation que je suis en train de faire. Il faut aller sur le ruban, cliquer sur l'onglet Insérer, et là, on va insérer une vidéo à partir du fichier. Et là, vous allez retrouver alors les différentes vidéos que vous avez téléchargées finalement ou que vous souhaiteriez utiliser dans le cadre de votre montage. Ici, moi, c'est dans un autre dossier. Je me retrouve avec le plan numéro 1. Je vais l'insérer. Je ne peux pas sélectionner l'ensemble des plans d'un coup. D'accord? C'est un par un, malheureusement. Il n'y a pas encore cette option-là qui est disponible au sein du programme. Et là, vous voyez qu'en double-cliquant, je me retrouve avec mon premier plan qui s'affiche ici sur ma ligne du temps. Je vais faire la même chose avec le deuxième plan et avec le troisième. Le problème, c'est que vous voyez qu'en faisant ça, je me retrouve avec une espèce d'escalier entre les différents plans et ça fonctionne vraiment comme un millefeuille, si vous voulez, un différent calque. Donc, si mon plan 1 se trouve en dessous du plan 2 et le plan 2 en dessous du plan 3, ce qui s'affichera d'abord à l'écran, c'est d'abord le plan 3 parce que le plan 2 est masqué par le plan 3 et le plan 1 est masqué par le plan 2. Vous me suivez toujours? Oui. Alors, comment on fait pour remédier à ce problème? Eh bien là, on les a bien dénommés au départ. On sait que c'est le plan 1 qui va arriver avant le plan 2. Donc, le plan 2, quand on va cliquer une fois sur ce plan-ci, on clique, on maintient et on glisse tout simplement à la suite du plan numéro 1. Pareil pour le plan 3, on clique une fois, on glisse et on va le placer à la fin du plan 2. Alors, il y a deux écoles. Soit on travaille en escalier, comme je suis en train de le faire ici, soit on travaille sur la même ligne. Vous voyez ce que je viens de faire? Le problème, c'est qu'en faisant ce que je viens de faire ici, en travaillant sur la même ligne, si on doit procéder à une découpe ou qu'on a oublié un extrait vidéo, ça va être éminemment plus compliqué de pouvoir recouper au sein de la même ligne parce que tout sera fusionné, si vous voulez. Vous voyez, je les avais appelés au départ plan 1, plan 2, plan 3. Ici, je me retrouve avec deux objets figurant sur la même ligne et donc mon titre de ligne finalement change. On les appelle objets. Et donc, du coup, dans les objets, il peut y avoir autant de la musique que du texte, que de la vidéo. Donc, ça peut être très compliqué de pouvoir s'y retrouver. Donc, moi, ce que je vous propose de faire, c'est d'abord de travailler en escalier de cette manière-là. C'est la première chose. Ensuite, on vous dit… Excusez-moi, Oui, il y a pas de moyen souci. de les avoir plan 1 d'abord, dans une Bien sûr, logique oui, oui, oui. descendante? Oui, oui, tout à fait. Alors, ce que je fais, c'est simplement, hop, Oui, voilà, on les… les glisser dans ce sens-ci. Ou alors, au Voilà. niveau de… comment? Au niveau de l'exportation, de l'importation des vidéos, j'inverse simplement le sens. Vous Oui, voyez, je c'est ça. commence par importer le plan 3, puis le plan 2 et puis le Oui, plan oui. 1. OK, ça va. Mais Ça va? c'est des manipulations, quoi, assez faciles. Oui, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Et si vous vous retrouvez sur la même ligne, vous voyez, si je vais glisser le plan 3 sur le plan 2, juste à côté du plan 2, eh bien, les deux lignes que vous avez à gauche vont se fusionner en une seule et même ligne. Mais là, vous vous dites, ah non, j'aurais pas voulu faire ça. Eh bien, vous allez simplement sur le plan pour lequel vous souhaiteriez qu'il apparaisse sur une autre ligne. Vous cliquez droit et vous pouvez lui demander alors de monter dans une nouvelle ligne ou de descendre dans Ah une oui, nouvelle ligne. OK. D'accord? Et en faisant ça, hop, on se retrouve de nouveau avec le bon intitulé du plan et il se retrouve sur une ligne indépendante des autres. D'accord? Oui, c'est très logique, en fait, enfin, c'est C'est comme dans Excel et cetera, en fait, Oui, tout à fait, Mmh. exactement. C'est vraiment une logique à avoir Oui, et une certaine organisation, si vous voulez. Si vous voulez vraiment vous tester à l'utilisation d'un logiciel de montage, essayez d'abord avec des vidéos assez courtes, parce que si oui, vous avez des vidéos qui sont très longues, eh bien, c'est éminemment plus difficile à manipuler. à Ici, j'ai des gérer, extraits de oui. 10-15 secondes, eh bien, on le voit assez bien sur la ligne du temps, à 0, A, etc. Et donc là, on est à 23 secondes, c'est beaucoup plus facile de manipuler et de comprendre la logique qui se trame derrière le montage, plutôt que de travailler avec des vidéos d'1h30 qu'on cherche à monter, hein. Voilà, ça c'était pour la première chose, donc les disposer sur la ligne du temps et
simplement les ajuster dans un ordre logique. Donc là, on a le plan 1, plan 2 et plan 3. Ce qu'on nous demande après, finalement, c'est de recouper la vidéo pour qu'elle fasse 30 secondes. Alors, comment on va s'y prendre? Il y a plusieurs possibilités. Soit c'est au niveau du plan 3 ici, que vous allez décider de couper simplement la fin du plan pour arriver aux 30 secondes. Ce que vous faites, c'est que vous allez à la fin du plan. Vous voyez que mon onglet change ici. Le curseur change, pardon. Vous voyez que ça devient une double flèche. Je clique, je maintiens et je glisse jusqu'aux 30 secondes. Et là, j'ai une vidéo qui fait effectivement 30 secondes. Je n'ai fait que couper une partie de mon dernier plan pour que ça arrive aux 30 secondes, d'accord? Ça, c'est une première possibilité. Hops. Pour les retours en arrière tels que vous venez de le voir ici, c'est CTRL Z, en tout cas sur Windows. Sinon, c'est Pomme Z ou voilà, c'est des raccourcis clavier. Hein. Mais si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser le raccourci ou quoi ou qu'est-ce, eh bien vous avez aussi une option qui se trouve juste ici en haut à gauche pour revenir en arrière ou pour voilà, annuler l'action que vous venez de faire. Alors, deuxième possibilité pour couper votre vidéo, si vous vous placez exactement à 30 secondes, quand je dis exactement, c'est une option qui est manquante pour le moment au sein d'Active Presenter, c'est qu'on ne peut pas spécifier à 30 secondes tout pile, ou en tout cas avec une petite balise qui permettrait de pouvoir spécifier la seconde exacte. Ça fonctionne essentiellement avec le petit curseur que vous voyez ici. D'accord? Donc on va jouer un petit peu pour se retrouver à peu près à 30 secondes. Et quand on arrive à 30 secondes, et que j'ai bien mis en surbrillance la vidéo en cliquant simplement une fois dessus, je me retrouve avec le curseur à 30 secondes, et là j'utilise l'option qui se trouve juste ici, diviser les objets audio-vidéo. En faisant ça, je me retrouve avec mon plan qui a été coupé à partir de 30 secondes, et donc c'est le même principe que tous les monteurs au niveau du cinéma quand on travaille toujours sur pellicule. Vous voyez, on se retrouve avec un problème au niveau d'une pellicule, et ben on va prendre simplement sa paire de ciseaux, on coupe, et on garde ou on supprime la partie qui ne nous intéresse plus. D'accord? Si vous décidez de la réutiliser à la suite, cette partie-là que vous venez de couper, eh ben, il n'y a pas de problème. Soit vous la glissez sur une autre ligne, parce que comme je vous ai dit, hein, de toute façon, c'est la ligne qui apparaît d'abord tout au-dessus qui va apparaître à l'écran. Ce n'est pas la ligne du dessous. D'accord? Mais sinon, si vous décidez de la supprimer une fois pour toutes, ce que vous faites, c'est simplement, hop, soit un clic droit pour l'effacer, soit le raccourci avec la touche Delete pour supprimer cette partie-là. Et vous vous retrouvez alors avec un extrait de 30 secondes. D'accord? Ça, c'est une autre possibilité pour couper. L'autre possibilité, c'est que vous décidez de couper à l'intérieur du même plan. Et pas uniquement la fin ou le début, mais vous vous dites, ben moi, c'est cette partie ici, entre 24 secondes et 27 secondes qui ne m'intéresse pas. Vous voyez qu'il y a deux carrés finalement qui entourent ce curseur, le côté vert et le côté orange. Eh bien, vous cliquez sur le côté orange ou le côté vert, fonction de là où vous souhaitez couper, vous glissez. Hop. Et alors, toute cette partie ici, finalement, c'est cette partie qui ne vous intéresse pas. Et là, vous avez différentes possibilités. Soit vous coupez la séquence, soit vous copiez cette séquence-là qui sera réutilisée ailleurs, soit vous effacez la séquence, soit... Ah non, c'est tout en fait. Voilà, donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va effacer la séquence. Et là, vous voyez que je me retrouve avec le plan qui a été amputé de l'extrait qu'on a décidé d'enlever finalement par rapport à ce plan-là. Et vous voyez que ça se marque par une ligne rouge qui apparaît au niveau du plan. Finalement, cette ligne rouge correspond à la jonction entre les deux plans qui correspondent finalement aux deux plans qui n'ont pas été coupés. D'accord? Donc là, c'est vraiment trois possibilités qui existent pour couper. Le plus simple étant, forcément, quand je vous disais la dernière fois, ce qu'il est intéressant de faire, c'est filmer 5 secondes avant, 5 secondes après. Ça permet justement de faire ce genre de jonction de manière assez facile, sans perdre en qualité au niveau de ce qu'on a envie de couper ou non. D'accord? Donc moi, je fais ceci simplement et je glisse jusqu'aux 30 secondes.
Voilà pour l'insertion, la recoupe et l'ajustement des plans. Je pense qu'on est OK par rapport à ça. Hop. Et alors, ce qu'on vous demande, après, l'exercice 2, c'est d'ajouter des éléments dans un montage et sauvegarder le projet. Alors, si je prends la première consigne qui est d'ajouter un élément au-dessus de mon plan A, eh bien, je viens avec mon curseur au-dessus du plan, je clique une seule fois sur le plan pour dire que c'est bien ce plan-là qui est concerné, et là, je vais sur Insérer, une légende, et là, vous voyez que mon curseur vient de se transformer en croix. Eh bien, cette croix-là va me servir à pouvoir cliquer, glisser et générer une zone de texte. Cette zone de texte, je clique une seule fois au sein de cette zone qui vient de se créer et je peux alors intégrer mon texte. Extrait numéro A. Vous voyez, quand je resélectionne mon texte, je peux avoir la possibilité de changer non seulement la taille, la couleur du texte, etc., etc. Et puis vous vous dites à un moment donné, oui, mais finalement, moi, j'ai pas envie de placer l'extrait là. Je décide de le placer ici. Eh bien, encore une fois, c'est simplement lorsque vous voyez le curseur avec les 4 flèches apparaître que vous pourrez alors cliquer et glisser à l'intérieur de votre vidéo. Sachant que je vous déconseille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous décidez par exemple d'intégrer une zone de flou, eh ben, c'est une option qui est disponible dans la version payante, mais que vous pouvez utiliser dans la version gratuite. Et là, si vous le placez en haut à droite, il y a de fortes chances de voir apparaître le filigrane qui va masquer votre texte. Donc forcément, ça c'est juste un petit truc à savoir par rapport à ça. Et donc, vous voyez qu'en faisant la manipulation que je viens de faire ici avec le fameux cadre, eh bien, au-dessus de mon plan est venu apparaître alors un nouveau rectangle. Ce rectangle-là correspond à ma zone de texte. D'accord? Lorsque je clique sur chacun des éléments de ma ligne du temps, eh bien, vous voyez apparaître des ronds verts finalement qui entourent la zone sélectionnée. Eh bien, alors, en l'occurrence, j'ai cliqué sur le plan A, on voit que c'est le plan A qui est sélectionné. Si j'appuie par contre sur l'extrait numéro 1, en tout cas la légende dans l'objet, vous voyez que de nouveau, hein, ben, c'est le rectangle avec les cercles verts qui apparaissent. Alors, étant donné que c'est une ligne du temps, vous voyez que ce rectangle apparaît à peu près à 0,5 secondes. Si j'ai envie qu'il apparaisse en même temps que l'apparition de la première vidéo, du premier plan, je n'ai qu'à glisser cette zone au début de la vidéo. Mais je peux très bien le faire apparaître au milieu de la vidéo. Pour savoir ce que ça donne, vous avez la possibilité de prévisualiser finalement les différentes options que vous venez de faire. Donc si je prévisualise, vous voyez, à chaque fois qu'on passe sur un objet, eh bien, ça apparaît à l'écran et puis ça disparaît. Nous, ce qu'on nous demande ici dans la consigne, c'est simplement de le faire apparaître au-dessus de la vidéo. Donc voilà. Si vous devez changer ce rectangle par un autre rectangle au sein d'un autre plan, il y a un raccourci clavier, c'est le CTRL-C, CTRL-V, le copier-coller. Vous pouvez le faire aussi avec n'importe quelle zone ou n'importe quel plan de votre vidéo. Donc là, ici, je le fais, CTRL-C, CTRL-V. Vous voyez qu'il apparaît de nouveau au-dessus. Je n'ai qu'à le glisser au-dessus de mon deuxième plan. Et là, je n'ai qu'à le renommer. D'accord? Extrait numéro 2. Si je décide de conserver la même mise en forme, vous voyez, c'est un gain de temps. Sinon, c'est la même manipulation, hein. C'est insérer une légende et au sein de cette légende, vous ajoutez alors du texte. On vous demande de faire exactement la même chose pour l'extrait numéro 3. Donc, je viens avec mon curseur au-dessus de l'extrait numéro 3. Je clique une fois sur mon plan. Et là, je ne vais pas insérer une légende, mais je vais insérer une forme. Je vais simplement insérer un rectangle avec l'écho arrondi. Je vais toujours le placer au même endroit. Et là, vous voyez que j'ai la forme qui apparaît. Mais au sein de cette forme-là, vous pouvez très bien ajouter du texte. Vous voyez que mon curseur change. D'accord? Et bien là, je vais l'appeler extrait numéro 3. Oups. Et là, vous voyez effectivement que mon objet apparaît aussi au-dessus de la vidéo. Donc, chaque fois qu'il y a un nouvel élément et chaque fois qu'un nouvel élément est intégré à la table de montage alors qu'il n'y a pas de ligne qui est prévue pour l'accueillir au départ, eh bien, une nouvelle ligne va être forcément créée pour pouvoir l'accueillir. Et par défaut, elle est accueillie au-dessus du plan sur lequel vous allez travailler. Et Ah si oui. je veux que ça Oui. dure tout le plan,
Alors, j'étends le rectangle alors. tout simplement, vous Oui. allez à la fin du rectangle, finalement, côté droit ici, vous cliquez, vous maintenez, et vous pouvez le Oui, faire c'est ça. durer jusqu'à la fin. Alors, c'est typiquement utilisé, par exemple, lorsque vous avez une vidéo plus institutionnelle où il est nécessaire d'apposer un logo, par exemple. Eh Oui. bien, je vais peut-être aller un peu plus vite, mais profiter de l'intervention ici pour vous montrer comment on intègre finalement une image qui pourrait rester tout le temps de la vidéo sous forme d'un logo, finalement. C'est la même logique, hein. On va sur Insérer, une image. Ici, c'est le logo de l'Uliège. Vous voyez qu'il s'affiche en très grand. Donc Oui. moi, ça ne m'arrange pas déjà. Il faut que je le rétrécisse. Là, je viens simplement sur les petits ronds verts. Je diminue la taille. Je le place où je veux finalement par rapport à ma vidéo. Et là, vous voyez que ça correspond à ce rectangle-là. Le truc, c'est que si ça apparaît ici, si je vais l'étendre, je vais être bloqué parce qu'il y a déjà la zone de texte qui est au-dessus du plan 2. Donc ça ne m'intéresse pas. Donc je vais me dire, en toute logique, ah ben, je vais le monter sur la ligne du dessus. Puis je vais l'étendre. De nouveau, ça ne m'arrange pas parce que il y a de nouveau un bloc texte que j'avais intégré. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Vous cliquez droit et là, vous pouvez le monter dans une nouvelle ligne. Mhm. D'accord? Je dis bien monter dans une nouvelle ligne parce que si vous l'aviez placé en dessous, je vais vous montrer en fait. Hop, vous le voyez ici. Le logo apparaît, on voit qu'on passe de plan en plan, il continue à apparaître, hein, aucun problème. Mais par contre, si j'avais fait ceci, hop, donc je ne le monte pas dans une ligne, mais je le descends. Hop, descendre dans une nouvelle ligne. Vous voyez ce que je vous disais avec l'idée du millefeuille des calques? Si je lance la vidéo ici, vu que mon bloc se trouve tout en dessous, je ne le vois pas apparaître à l'écran parce que toute la vidéo est déjà par-dessus finalement le logo, si vous voulez. Donc ce qu'on va faire, c'est vraiment toujours disposer les éléments hop, sur une nouvelle ligne, de manière à ce que ça puisse apparaître par-dessus la vidéo en permanence. Voilà, et là je viens jusqu'à la fin hop, de ma Est-ce qu'il vidéo. y a moyen de renommer dans la ligne du temps à gauche, que ce ne soit pas image 10, mais que je mette logo? Est-ce que je Tout peux à le faire fait. parce que j'y suis pas parvenue, ça. Tout à fait, c'est une petite logique à avoir aussi. Vous allez dire, ça fait beaucoup de petites logiques, hein, mais une fois qu'on les utilise, c'est assez simple. Il faut juste savoir que quand vous avez plusieurs éléments sur la même ligne, vous ne pouvez pas renommer la ligne. Ce sera Ouais. toujours par défaut objet. Donc ici, vous avez le texte et vous avez un extrait vidéo. Là, c'est pas possible. Mais par contre, si vous avez un seul élément sur la ligne, vous cliquez sur la ligne concernée et vous avez dans le rectangle ici à droite, différentes options. Vous cliquez sur interactivité, le nom, et là, vous pouvez Mhm. changer en logo. Ah oui. Et D'accord? moi, j'ai essayé de faire des clics droits directement dans la ligne Ben du temps, oui, mais ça c'est marchait pas pas. super intuitif. C'est pas super intuitif. Malheureusement, oui, le clic droit ne fonctionne même pas ici dans les balises qui se trouvent à gauche. Donc, voilà. Mais si vous voulez, par exemple, changer le nom du plan, hop, pareil, hein. Test 1, hop. Et là, ça change directement au sein de la ligne du temps. Mais si vous avez alors, comme je vous disais, différents éléments sur la même ligne, je clique, je maintiens, je le dépose, vous allez voir que ça va se transformer en objet. Et à partir de là, ça devient impossible de pouvoir changer le nom, malheureusement. Oui, donc des objets, on ne sait pas mettre parce qu'en fait, moi, quand j'ai fait l'exercice, j'ai choisi de laisser tous les objets vidéo sur une ligne, comme ça je cale mes Oui, vidéos l'une après l'autre et puis tous oui, les objets extrait numéro 1 et tout ça sur une autre ligne. Enfin, moi, ça me semble plus logique et ça me semble surtout moins haut, mais c'est vrai que du coup, j'ai objet et objet et j'aurais bien aimé mettre oui. objet vidéo, objet, texte et tout ça, mais bon. Tout à fait. Et ça, effectivement, je travaille aussi de cette manière-là, c'est-à-dire que je mets toutes les vidéos sur la même ligne et je peux les séquencer. Et si vous voulez, quand je passe alors, moi, c'est ma stratégie, hein, finalement. Je dis pas que c'est la bonne, mais j'utilise la surbrillance finalement ou l'onglet bulle qui me permet de savoir où j'en suis.
Au niveau de la ligne vidéo, par exemple, je sais que c'est toutes mes vidéos, mais je ne sais plus où se trouve le plan 1 par rapport au plan 2. Bah, je vais simplement me placer ici et je Oui. vois apparaître le nom. Et là, c'est précalibré finalement, c'est plus facile. Mais quand on démarre vraiment dans la logique du montage, je conseille vraiment de travailler en escalier parce que ça permet de s'y retrouver en se disant, bah, tiens, on a un plan avec un objet au-dessus, cet objet-là, bah, ça correspond au texte que j'ai placé. Et donc, on travaille à la verticale plutôt que de travailler à l'horizontale, si vous voulez, au niveau des différents objets. Maintenant, voilà, il faut se tester pour savoir ce qui nous correspond le mieux finalement en termes de montage. Voilà le conseil que j'aurais à promulguer finalement. Mais au plus Et vous avancerez, au plus vous trouverez votre propre stratégie finalement. dans la ligne du temps, il y a un objet diapositive. Et la Oui, diapositive, est-ce qu'on doit la diminuer tout pile au temps de notre vidéo? Je vais dire que oui, parce que sinon, quand on va exporter, j'imagine qu'il y aura un blanc le temps que la diapositive se termine, tout ou à non? fait, Ah. tout à fait. Voilà, donc Et parce que du coup, j'avais une autre question qui découlait de ça. Est-ce que il faut toujours travailler sur une diapositive ou est-ce que ce ne serait pas plus facile de mettre un extrait vidéo par diapo, par diapositive et puis d'exporter le tout? Parce que si on commence à avoir des longues vidéos et plein de, je veux dire, de trucs, enfin, de oui, oui, oui. textes, est-ce que c'est pas plus facile de faire diapo par diapo? Si, bien sûr, Ah, bien sûr. Ici, c'est une des possibilités qu'offre Active Presenter. Le truc, c'est que c'est, on travaille plus avec les diapos quand ce sont des vidéos qui sont beaucoup plus longues, effectivement. Ici, je pars sur une vidéo classique de 5-6 minutes, eh bien, c'est pas forcément nécessaire de travailler sur plusieurs dias, parce qu'à la limite, on risque de s'y perdre. Ou alors, mhm. on utilise un espèce de chapitrage ou de séquençage de la vidéo en se disant, bah, telle partie traitera de tel concept, eh ben, je vais lancer une nouvelle dia qui correspond à une nouvelle ligne du temps, et là, je pourrais intégrer alors la suite. Mais par défaut, au niveau de l'exportation du projet final, eh bien, toutes les DIA seront placées bout à bout. Ouais. Ce qui est plus compliqué, c'est en termes de transition, finalement. Imaginons que vous avez une musique qui doit être diffusée durant toute la vidéo et que vous réalisez plusieurs DIA. Votre bande son ne sera pas forcément, elle sera peut-être saccadée au niveau des Ah oui. transitions entre les différentes DIA. Mhm. Vous Ou voyez, alors il c'est faut que je moins recoupe. linéaire. Oui, il Oui, faut c'est que je ça. recoupe là exactement au bon moment et copier-coller d'une dia à l'autre. Ouais, Exactement, voilà. Et ça, c'est peut-être un peu plus compliqué lorsqu'on travaille avec plusieurs DIA. Mais au ouais, niveau de l'exportation, c'est exactement la même chose. Le système va, sauf si vous lui dites pas cette DIA-là ou pas cette DIA-là, mais par défaut, eh bien, il va les mettre, il va faire une compilation de l'ensemble des DIA pour vous proposer un format d'export MP4 classique qui va reprendre l'entièreté des DIA. Je vais faire un test ici pour la question de la diapositive, si elle apparaît ou non à la fin de l'exportation. Donc, je profite, hein, je vais sur exportation, vidéo. Je vais le placer juste ici. Vous voyez qu'il y a plusieurs options aussi, hein, mais je conseille véritablement le MP4, c'est le format le plus classique et le plus lisible sur toutes les plateformes. Ou alors, si vous connaissez beaucoup plus en termes d'options, vous pouvez voir qu'il y en a une série ici, hein. Mais moi, je vous conseille le MP4, c'est ce qui va être le plus utilisé. Et le moins gourmand en termes de ressources par rapport à votre ordi aussi, hein. Forcément, l'export vidéo, c'est ce qui prend le plus de temps. Donc, si vous avez une vidéo qui fait 1h30, l'exportation durera peut-être 2h30. D'accord? Il faut le savoir aussi. Alors, test d'IA. On va voir. Je vais aller à la fin. Oui, effectivement. Vous voyez que si on ne diminue pas la DIA, eh bien, on a un fond noir qui apparaît durant toute la fin de la vidéo. Donc, effectivement, ce qu'il est nécessaire de faire, c'est toujours de revenir sur la première ligne qui correspond à la ligne diapositive. Hop, et la rétrécir de manière à ce qu'elle corresponde directement à la fin de votre vidéo. Ça va? Maintenant, par défaut, si je ne dis pas de bêtises non plus, si je fais ça et si je fais ça, non, ça ne fonctionne pas. Je sais qu'au départ,
C'est comme s'il y avait un espèce de magnétisme entre le premier objet et la diapositive. Si vous ajoutez vos 3 plans, je vais le refaire ici si vous voulez. Vous voyez que je refais la même démarche, hein, je sélectionne ceci, je supprime. Vous voyez que j'ai quand même ma ligne diapositive, mais moi je vais insérer mes différents plans. Oups. Insertion, vidéo, fichier. Je vais mettre exercice ici. Vous voyez que ma ligne de diapositive s'est agrandie et qu'elle s'arrête à la fin de mon premier plan. Si j'ajoute un second plan, eh bien, ma ligne de diapositive va la suivre également. C'est juste quand je commence à chipoter au niveau du découpage, des transitions, etc., qu'il faut veiller effectivement à ce que la ligne puisse être toujours en adéquation avec la durée de ma vidéo. Je ne sais pas si je suis clair à ce niveau-là. Ok, je continue alors. Hop. Alors, insérer le logo, on l'a fait. Insérer la forme, on l'a fait. Alors, pour la question de la sauvegarde du projet, ça paraît très bête, mais il y a une grosse différence forcément entre la sauvegarde du projet et l'exportation du projet. Si on parle de sauvegarde du projet, on est vraiment ici, Active Presenter, sauvegarder. Là, vous voyez que ce n'est plus du MP4, c'est du APP-ROJ, ce qui correspond au format de montage de votre vidéo. Donc, imaginons que il est 3 heures du matin, vous venez de travailler sur votre montage pendant des heures et des heures, mais vous n'avez pas encore terminé. Ne l'exportez pas, parce que si vous exportez, eh bien, c'est comme si toutes les lignes que vous aviez travaillées au départ, eh bien, elles allaient se fusionner. Donc, il n'y a plus de possibilité de travailler de manière indépendante sur chacun des éléments. Donc, si vous sauvegardez votre projet, vous sauvegardez simplement le projet tel qu'il est présenté ici. Ça va? Donc, toujours la différence, quand vous sauvegardez, c'est que vous n'avez pas terminé votre montage ou que vous voulez y revenir à la suite. D'accord? Donc, imaginons, vous réalisez une vidéo pour le premier cours de votre année et que vous décidez de réutiliser cette vidéo-là l'année d'après, mais on n'est plus en 2022-23, mais en 2023-24, et que vous avez fait apparaître sur toute la durée de votre vidéo 2023-24 ou 2022-23, eh bien, ce sera beaucoup plus facile de retravailler sur votre enregistrement, votre sauvegarde du projet, que de retravailler sur une vidéo qui a déjà été exportée. Donc ça veut dire que chaque fois on travaille à la fois la sauvegarde et l'exportation alors? Alors, l'exportation, ça vient vraiment en dernier lieu. L'exportation, c'est quand vous avez terminé votre montage et que vous vous dites, voilà, maintenant ma vidéo elle est terminée, je veux la placer sur la plateforme institutionnelle ou l'envoyer à mes étudiants. Eh bien, c'est l'exportation qui va vous permettre de le faire. La sauvegarde du projet, si Oui. les étudiants ou vos collègues ne disposent pas du logiciel Active Presenter, ils ne pourront pas ouvrir ce document finalement, ce projet. D'accord? Et s'il Oui, oui. s'ouvrait, enfin, c'est la différence. La sauvegarde vous permet vraiment d'avoir ce qui est affiché ici à l'écran. L'exportation vous permettra simplement d'afficher Le ceci, résultat finalement, hein, final quoi. le Oui. résultat final. Voilà. Donc ça, c'est Donc le ça veut format dire que MP4. chaque fois je sauvegarde une version, Oui, pour et j'exporte, la version 2022-2023 et puis oui, alors après je retravaille sur la sauvegarde pour, réexporter, exactement, 2023-2024 quoi. exactement. Voilà, c'est Donc ça. j'ai toujours un fond que je sauvegarde quoi. Toujours, toujours. Oui, Et vous voyez, hein, au niveau des icônes ici, on voit la différence hein, entre les. Attendez, je vais le mettre en plus grand. Vous voyez qu'au niveau du format, on voit le logo du logiciel Active Presenter et de l'autre côté, alors au niveau MP4, ben, c'est oui c'est ça. le logo du logiciel qui va vous permettre de lire finalement la vidéo. Oui. D'accord? Je vais peut-être vous montrer un exemple, hein, ce sera peut-être plus parlant. Si j'insère alors une vidéo qui a été exportée, mais que je voudrais simplement changer quelque chose au sein de ma vidéo, hop, vous voyez, je n'ai plus l'entièreté de mes lignes finalement, mais j'ai la vidéo qui a été exportée déjà avec le logo. Mais si je veux changer le logo, je peux pas le faire. Vous voyez, c'est comme si Mmh. tout Oui, avait oui. été collé d'un bloc sur sur la même page. Et donc, du coup, si je devais le changer, ça veut dire que je devrais finalement un peu plus chipoter en disant, je vais remettre une forme par-dessus le logo. Et puis, vous voyez, c'est pas, ça fait un peu Oui. bricolage, quoi.
que si vous aviez réellement enregistré votre projet, sauvegardé votre projet, ah bah, vous ne voulez plus de ce logo, vous cliquez simplement dessus, vous supprimez et c'est réglé. Vous voyez, c'est vraiment ça la grosse différence. Voilà, alors je continue peut-être avec les transitions, le floutage et mettre une musique de fond. Alors, pour les transitions, il y a une différence entre les transitions et les animations. Les transitions, on va plus les retrouver alors lorsqu'il y a différentes dias. Et donc, c'est une espèce de faux ami. Finalement, on va plutôt parler d'animation lorsqu'il s'agit de faire des coupures finalement entre deux plans. Donc, ici, si on le regarde comme ceci, c'est fort haché, c'est pas super fluide. Vous voyez, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Mais par contre, si on va dans l'onglet animation, on se positionne au-dessus du plan, on a les effets d'entrée et les effets de sortie. Les effets d'entrée, vous voyez qu'il y en a une série ici. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement le faire apparaître en fondu. Et là, vous voyez qu'un rectangle vert s'affiche au début de ma vidéo, ce qui correspond à l'effet d'entrée. On va voir. Vous voyez, c'est très rapide parce que les extraits sont très courts, hein, mais si je voulais un fondu au noir plus long, je me place sur le rectangle vert. Et encore une fois, je glisse pour augmenter le temps de diffusion de ce fondu au noir. Donc là, c'est pour l'effet d'entrée, mais je veux faire une transition entre les deux. Donc, effet de sortie, disparaître en fondu, et je me place sur le deuxième extrait, effet d'entrée, apparaître en fondu. Et là, vous voyez que il va y avoir une transition entre les deux plans. Voilà. C'est tout simple, là, encore une fois, mais si vous n'aviez pas fait ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire, je vais refaire un projet. On va essayer de faire comme ceci. Et juste prendre ces deux extraits-ci. Ah, je ne l'aurai pas forcément. Voilà, je vais juste prendre un deuxième extrait vidéo pour vous montrer ce qui se passe lorsqu'on laisse les diapositives finalement blanches avec les encadrés, avec l'insertion d'un texte, etc. Et que je veux en plus faire une transition. Donc voilà ce qui se passe. Si je fais un effet de sortie ici pour cette vidéo, je le fais disparaître en fondu et que je le fais apparaître ici en fondu, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de la transition, regardez bien, c'est très subtil. Vous voyez ce qui vient de se passer? J'ai vu apparaître alors la diapositive avec ajouter un titre et ajouter un sous-titre. Or, c'est pour ça que j'ai fait le fond noir, si vous voulez, le remplissage au départ, pour éviter ce genre de déconvenu. Et ça permet alors d'assurer des transitions plus fluides qui sont véritablement des vrais fondus au noir, comme vous le voyez ici. Vous voyez, on ne voit plus apparaître alors cette fameuse diapositive et ça peut être très problématique. Et c'est véritablement très souriant quand on ne sait pas la solution. Je vous dis, ça a été la galère pendant quelques jours parce qu'on ne comprenait pas ce qui se passait. Donc voilà pour les transitions. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez augmenter le temps d'apparition de cette transition ou le diminuer en fonction de vos envies, etc., etc. Mais alors, nous, ce qui va nous intéresser aussi, c'est d'insérer une zone de flou, imaginons. La zone de flou, comme je vous ai dit, il y aura le filigrane qui s'affichera. Et le filigrane, il s'affiche de cette manière-ci. Vous voyez, Active Presenter s'affichera de cette manière-là. Lors de l'exportation, je parle. Mais pour la zone de flou, j'y reviens. Comment est-ce qu'on fait? Vous voyez qu'ici, c'est ça qui va nous intéresser, c'est la fameuse goutte qui se trouve à côté du petit bonhomme qui court. D'accord? Pour pouvoir l'utiliser, vous placez votre curseur au-dessus de l'extrait concerné, d'accord? Et vous cliquez une seule fois sur le plan concerné. Là, vous voyez que l'outil insérer une région de flou apparaît. Vous cliquez dessus. Donc, on vous dit, cette fonctionnalité n'est pas disponible dans la version gratuite et on utilise un filigrane pour la sortie vidéo, donc l'exploitation. On peut continuer.
Ici, ça c'est un détail, c'est la région, mais on ne s'attarde pas dessus. Par défaut, c'est déjà très bien. Je vais dire, vous voyez simplement un rectangle qui apparaît. Et ce rectangle, il apparaît à la fois dans la ligne du temps et il apparaît sur la zone alors de votre vidéo. Ici, si je le dispose comme ceci, je peux effectivement changer la forme et faire apparaître la zone de flou là où je veux finalement sur la vidéo. Et vous voyez que je peux la déplacer où je veux. Moi, je veux que ça dure sur l'entièreté du plan. Donc, encore une fois, je glisse. Hop. Et là, ça apparaîtra sur l'entièreté du plan. Alors, malheureusement, il y a peut-être beaucoup de malheureusement, mais je vous le dis quand même, parce qu'on risque de se retrouver avec pas mal de déconvenus par rapport à un certain nombre de choses. La zone de flou, elle est statique. Donc, vous vous retrouvez avec un mauvais montage finalement si les personnes sont en mouvement. Qu'est-ce qu'il advient si une personne qui doit être floutée est en mouvement finalement? Eh ben, on va se retrouver avec une personne qui va peut-être voguer à gauche ou à droite, mais la zone de flou restera fixe. Alors, le truc, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle aussi des images clés. Et vous voyez que quand je viens cliquer sur ma zone de flou, eh bien, je vois apparaître un petit rectangle ici, c'est qu'on peut ajouter ce qu'on appelle des keyframes qui correspondent à des zones qui vont correspondre au mouvement des personnes. Donc, si je clique ici, je sais qu'à partir de là, hop, je peux déplacer mon cadre. Vous voyez ce que je veux dire? Si je fais un test, vous voyez que mon cadre se déplace fonction des différentes zones que j'ai ajoutées au sein de ma zone de flou. Certains logiciels le font de manière automatique. C'est-à-dire qu'on va sélectionner la zone qu'on souhaite flouter et fonction des mouvements de la personne, la zone de flou va s'adapter au mouvement. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, préférez plutôt utiliser cette zone de flou pour des plans plus fixes, des zones d'ensemble qui vous permettent, ou alors vous agrandissez directement la zone de flou, hein, mais alors vous perdez effectivement en qualité vidéo. Si vous l'élargissez comme ça, vous ne voyez plus rien à l'écran, quoi. Voilà. Donc, sachant que vous pouvez aussi calibrer cette zone de flou sur son opacité, sur son opacité, etc. Donc, hop, là, je suis dans le sous-titrage, je ne suis pas du tout dans la zone de flou, excusez-moi. Voilà, l'effet de flou, vous avez la possibilité de le rendre plus ou moins intense. D'accord? Donc, c'est intéressant aussi à savoir. L'orientation du flou, le type de masque, etc. Enfin, voilà, il y a différentes choses. Là, c'est vraiment la zone de flou de base. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La musique de fond, encore une fois, c'est la même dynamique, hein. Donc, on va sur l'onglet Insérer, un son, à partir du fichier. Et là, il faut juste que je retrouve le son. Et là, vous voyez que par défaut, ça s'affiche de cette manière-ci, avec des petites ondes qu'on voit apparaître. Et en fait, ça correspond à un fichier son. Donc, on va à la fin de notre fichier son. Ici, il fait 1 minute 45. Plutôt que de le glisser au fur et à mesure comme ça de la ligne du temps, vous avez la possibilité de faire un zoom et un dézoom sur la ligne du temps avec les petites loupes qui se trouvent ici. Si vous voulez voir l'entièreté de votre table de montage, vous cliquez ici. Et là, vous voyez tous les éléments apparaître sur le même écran. Mais vous pouvez très bien zoomer, zoomer, zoomer pour aller au centième de seconde près si vous le souhaitez. D'accord? Ou alors dézoomer pour le voir apparaître d'une autre manière. Et là, encore une fois, on glisse jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir se dire, on a la vidéo, on a notre son, on a tous les ingrédients finalement, et on va enfin prévisualiser, voir ce que ça donne. Je pense pas que vous aurez le son malheureusement, parce que je n'ai pas... Hop, on va voir, je vais juste faire ceci. Enfin, c'est pas grave, mais c'est l'idée en tout cas. Si vous entendez pas, c'est pas grave. Mais vous voyez que pour 2 extraits ici, on a une transition, on a une zone texte, on a du son, on a un logo. On a tous les ingrédients et ça nous a pris quoi si on devait le faire en direct? Finalement, ça prendrait peut-être un quart d'heure. Après, plusieurs effets de manipulation, hein, mais voilà, c'est assez intuitif finalement quand on y pense un petit peu. Donc, Et ça ressemble voilà. très fort à PowerPoint en fait. Tout à fait, c'est exactement, enfin pas toutes les mêmes options parce que vous voyez que ici,
Il y a possibilité d'insérer des questions, réponses multiples, etc., etc. Il y a pas mal Oui, de choses. en plus, oui. Et donc voilà, et au niveau du format d'exportation, vous voyez ce que je vous disais, il y a du HTML5, du SCORM, etc., etc. Donc, on va plus loin finalement que les présentations PowerPoint qui sont plus figées finalement, hein. Oui, Mais oui. ce que je vais faire maintenant, c'est juste exporter le projet. Donc, je suis vraiment dans le bon onglet, exportation vidéo, comme j'ai fait la manipulation tout à l'heure. Vous choisissez le lieu, l'endroit où se trouvera finalement la vidéo finale, et puis vous cliquez simplement sur OK. Moi, il existe déjà parce que je viens de faire un test, mais vous le faites. Voilà. Et là, différentes possibilités, hein. Soit on ouvre le répertoire, donc le fichier, le document où se trouve la vidéo, soit on prévisualise directement la vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est ouvrir. Et là, vous voyez que, eh bien, je me retrouve avec le dernier extrait qui a été exporté. On voit bien que c'est du format MP4 ici. Ça va toujours? Oui. Eh bien, super. Je vous propose du coup les exercices complémentaires. Alors, il faut juste que je les ouvre sur ma machine parce que j'ai un problème avec mon imprimante et du coup, je n'ai pas su les imprimer pour les avoir en face de moi. C'est l'idée de pouvoir alors faire de la captation. Et la captation vidéo, bah, c'est les fameux screencasts dont je vous parlais, hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir Active Presenter avec un projet vide. Hop. Je supprime toujours ces deux éléments. Et alors, ce que je vais faire, c'est lancer un enregistrement de l'écran. Ici, ce qu'on va faire, c'est simplement une manipulation logicielle, hein. Je vais simplement aller sur Word, mettons, et vous montrer, bah, vous faites ça, 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 mais c'est la même idée. Ce que vous allez faire, je vais juste enlever ces petits éléments-là, ils ne me servent plus. Dites-vous aussi que plus vous ouvrez de projets en même temps, plus votre ordi risque de ramer, hein. D'accord? Parce que si vous travaillez avec des vidéos d'1 h 30 et que vous avez 10 vidéos d'1 h 30 à traiter, bah, il y a de fortes chances qu'il va falloir allumer le ventilateur. Ça va? Ça chauffe assez bien et ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources. Alors, vous cliquez sur écran d'enregistrement et vous cliquez alors sur enregistrer l'écran en tant que vidéo. Pas simulation interactive, parce que la simulation interactive, à chaque fois que vous allez, imaginons, changer de diapositive, eh bien, vous allez avoir une diapositive avec une animation qui va s'afficher à la suite lors de votre montage. Et ça va être moins confortable. Donc, je vous invite vraiment à travailler sur enregistrer l'écran en tant que vidéo. Là, vous voyez apparaître cette petite zone, mais aussi l'encadré qui se trouve moi sur mon deuxième écran, mais que je glisse ici pour que vous puissiez voir. Vous pouvez changer la zone qui va être enregistrée. Donc ici, par défaut, je vais enregistrer le plein écran. Donc, je vais faire plein écran. Je vérifie que c'est bien ça. Oui. Moi, j'ai eu un Oui, problème quand j'ai fait ça. C'est oui, en fait, moi, j'ai 3 écrans sur mon ordi et quand je mets plein oui. écran, je ne sais pas lequel il enregistre et en l'occurrence, il Oh, n'enregistrait pas le bon. d'accord, d'accord. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Non, c'est pas ça. Vous avez ceci, en fait. Ça dépend si vous utilisez une application. Imaginons vous utilisez PowerPoint et vous voulez lancer une présentation avec le mode présentateur. Donc, vous avez un écran qui est dédié à la présentation et l'autre écran avec vos notes, etc. Sur PowerPoint. Vous pouvez vous bloquer sur l'application et là, vous sélectionnez directement l'application, ce qui va vous permettre alors de non pas sélectionner l'écran, mais bien Ok. l'application qui va être dédiée. Si par contre, vous décidez de choisir un écran, c'est une bonne question. Ici, je ne saurais pas vous dire. Je vais juste diminuer, Parce que personnaliser. moi, par défaut, il avait pris mon écran principal, donc celui qui est en face de moi et pas ceux sur les côtés, quoi. Tout à fait, tout à fait. Bah, alors, ce que vous faites, c'est, je vais J'ai juste faire triché, un test, hein. mais j'ai triché, j'ai demandé à PowerPoint parce que d'habitude, je vais dire, mon diaporama s'affiche sur mon écran de droite et donc j'ai inversé dans PowerPoint et je lui ai dit de mettre Ah ouais, d'accord. mon écran du Oui, milieu, quoi. Mais oui, oui, tout à fait. Et après, on peut jouer de stratégie aussi comme ça, hein, c'est pas mal. Mais je vais juste faire un petit test.
si vous le permettez, je vais déplacer ma zone ici. Ça fonctionne. Donc, ce qu'il faut faire, apparemment, hop, je vais revenir sur ma zone. Vous voyez la zone qui apparaît ici que je glisse Oui. avec ce cercle? Eh bien, en fait, vous n'avez qu'à glisser cette zone-là sur l'écran qui vous intéresse, même si la résolution des écrans est différente. Lorsque vous êtes bien positionné sur le bon écran, eh bien, vous cliquez sur plein écran et par défaut, il va se calibrer sur l'écran sur lequel vous avez glissé la zone. Et comment est-ce que j'ai la petite cible là? J'ai cliqué sur, il faut cliquer sur quoi? Attendez, je vais vous remontrer directement. Hop, je vais refermer ça. Donc voilà, écran d'enregistrement, enregistrer l'écran en tant que vidéo. Et lorsque vous êtes ici, vous voyez directement apparaître par défaut la zone, mais peut-être sur un autre écran. Ah Moi, oui, il elle apparaît est sur sur mon l'autre premier écran. écran. J'ai pas Voilà. regardé le troisième, autant pour moi. Et quand vous glissez cette zone-là sur l'écran que vous souhaitez enregistrer, vous la glissez sur l'écran concerné. Et une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur plein écran. Et donc, cette zone-là va se calibrer sur l'écran que vous avez sélectionné. Ok, ah bah oui, Ça j'avais va? pas vu. Oui, merci. Pas de problème. À partir de là, vous voyez qu'il y a la possibilité d'intégrer votre webcam lorsque vous disposez d'une webcam. Ici, moi, par défaut, c'est bleu pour la simple et bonne raison que ma webcam est déjà utilisée dans le cadre de notre visio ici. Donc, il n'y a pas de prévisualisation et je peux pas dédoubler finalement la caméra pour deux utilisations, ça deux logiciels différents. Donc, c'est pour ça que ça n'apparaît pas. Mais sachez que vous avez la possibilité de l'intégrer. D'accord? Je vais juste essayer un petit truc si je désactive ici. Non, il ne veut pas non plus. Vous voyez, j'ai désactivé ma caméra ici au sein de Teams, mais ça ne fonctionne pas non plus. Il faudrait vraiment utiliser essentiellement le logiciel ici de captation. Donc voilà, vous avez possibilité d'enregistrer votre webcam, l'audio également. Donc si vous avez un micro, bah, vous enregistrez votre voix. Et donc du coup, on appuie simplement sur Rec. La taille de l'enregistrement différente de la taille du projet, c'est logique parce que je travaille avec un plus grand écran que la résolution du projet en tant que tel, mais c'est pas grave parce qu'on peut recalibrer après les différents éléments qui risquent de changer. Donc pas de souci à ce niveau-là. On peut cliquer sur oui. Et vous voyez qu'un décompte apparaît. On a le temps de se préparer un petit peu à l'exercice. Donc, imaginons, je ne vais pas prendre l'exercice en tant que tel, hein, mais c'est pour vous montrer la démo. Imaginons que je veux montrer aux personnes comment déposer un fichier sur Padlet. Eh bien, j'aurais scénarisé avec mon script, hein, comment je fais, etc. Et donc, je clique simplement sur le plus ici, j'ajoute un fichier ou un objet, hop, je double-clique et je clique sur Publier. Hop, et voilà ma ressource qui s'affiche ici. J'ai terminé ma vidéo, donc ce que je fais, je reviens sur le petit, le petit icône d'enregistrement, et donc soit je peux mettre en pause et je peux reprendre l'enregistrement à la suite, soit j'arrête, c'est ce que je vais faire ici, j'arrête l'enregistrement. Oui, forcément, la webcam ne fonctionne pas, c'est pas un problème, ça on me l'avait annoncé. Donc je clique simplement sur OK, je mets à l'échelle pour m'adapter au format d'Active Presenter. Et là, vous voyez apparaître tout mon enregistrement. OK? Donc, ce qu'il y a d'intéressant par rapport à un logiciel tel que PowerPoint, vous pouvez aussi faire de la captation avec PowerPoint, mais vous aurez qu'un format d'exportation, un format MP4. Que ici, vous réalisez une captation, mais vous voyez que je peux travailler sur les différentes lignes de manière indépendante. Je peux à la fois travailler sur le son, mais aussi sur la vidéo. Donc, c'est beaucoup plus confortable finalement de travailler de cette manière-là que de travailler sur un format qui est beaucoup plus figé au départ. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que imaginons que ici, à 4 secondes, je me rends compte que j'ai dit une bêtise. Ah ben, entre 4 et 7 secondes, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement retirer la séquence. D'accord? Vous voyez que je l'ai coupée. Il y a différentes possibilités de couper, hein. En l'occurrence, ici, moi, c'est cette partie-là, mais je pourrais très bien me dire, hop, je vais me placer ici, je vais couper en deux mes deux fichiers son, je vais, hop, réduire cet espace-là,
en me disant bah, c'est là où je me suis planté. Mais par contre, il faut bien que je comble le trou et j'ai pas le temps de réaliser une captation. Bah, vous avez une option qui est assez sympa, c'est l'option du micro ici. Et lorsque vous cliquez dessus, bah, vous pouvez parler jusqu'au moment où vous êtes satisfait et vous voyez qu'une autre ligne s'affiche par-dessus, ce qui correspond alors à ce que vous aviez oublié de dire, etc., etc., et que vous pourrez alors directement coller à votre fichier son de base. D'accord? Alors, sachez qu'ici, moi, j'ai procédé à l'enregistrement alors que je suis déjà en train de procéder à un enregistrement de 2 côtés. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on ne voit pas apparaître ces petites lignes. Mais si vous n'étiez pas dans mon cas ici lors d'une présentation ou quoi que ce soit et que vous étiez seul par rapport à ce que vous auriez envie de dire, il n'y aurait pas de problème, vous auriez votre voix qui sera enregistrée. Ça va? Donc ça, c'est une possibilité. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est la possibilité, ça ne se trouve pas dans les exercices, mais je vous le dis, comme ça, vous aurez la vidéo en même temps et vous pourriez avoir cette option-là aussi. C'est l'idée de pouvoir zoomer sur une partie de la vidéo. À certains moments, ça se prête assez bien. Notamment pour montrer une manipulation logicielle ici, bah oui, mais mon écran est un peu grand et on ne voit pas trop sur ce quoi je suis en train de cliquer. Donc, ce que je vais faire, c'est me placer à l'endroit concerné. Et je vais simplement insérer ce qu'on appelle le zoom and pan ou pan, je ne sais pas très bien comment on le dit. Et vous cliquez dessus, vous voyez qu'une zone apparaît. Cette zone-là, vous avez la possibilité de la placer exactement en chipotant un tout petit peu, hop, exactement à l'endroit où vous souhaitez, hop, par rapport à votre vidéo. Ici, je vais la placer juste à l'endroit qui m'intéresse. Hein. On va faire ça. Et vous voyez qu'à partir de ce moment-là, ce que je vais faire, c'est en plus allonger le temps. Voilà ce que ça peut donner. Vous voyez, la zone de zoom vient s'afficher de cette manière-là. Et là, l'audio reste tel quel. Donc, c'est juste vraiment sur la vidéo. Ah oui, 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 tout à fait. L'audio n'est pas modifié du tout. Encore une fois, même si c'est au-dessus de votre vidéo, ça reste une zone qu'on sélectionne au sein de la vidéo. Donc, du coup, on ne touche pas à l'audio et on ne touche pas à quoi que ce soit. D'accord? Maintenant, je vais faire juste un test par rapport à autre chose. Si j'insère une légende ici en haut à gauche, oups. Vous me suivez, hein, je suis en train d'insérer un texte en haut à gauche. On va voir si pendant le zoom, le texte n'apparaît pas. S'il apparaît, ça veut dire que on voit la ligne de test. Ben voilà. Donc, lorsqu'on réalise un zoom, il n'y a pas de problème. Tous les éléments, tous les objets considèrent que le zoom est plus puissant finalement, et donc on va se concentrer sur le zoom sans pour autant toucher aux objets qu'on a déjà placés par ailleurs. Et après, Si ça on, ouais, dézoome d'un coup ou ça, c'est une transition qui se fait? si on ne touche à rien, ça reste là. Ah oui, Il, d'accord. il faut faire la manipulation inverse si vous voulez. Donc, imaginons que c'est à partir d'ici que je veux revenir à l'état normal. Eh bien, plutôt que d'avoir cette zone-là qui est définie comme mon zoom ici, eh bien, je vais plutôt sélectionner une autre zone qui correspond finalement à tout mon écran. C'est le retour à mon écran de base. Hop, donc quand je clique, je suis en zoom et là, ça dézoome. Ça va? Que dire d'autre par rapport à tout ça? Je regarde par rapport aux différents exercices. Boum, boum, boum. Alors oui, ajouter de l'écrit en parallèle de la voix. Forcément, là, c'est l'idée. On va insérer simplement la légende, d'accord? Mais ça correspond exactement au moment où je vais dire l'élément que cet élément-là va apparaître. Selon le principe de Meyer, contiguïté spatiale, contiguïté temporelle, si vous vous souvenez, eh bien, c'est l'idée que si je parle à un moment donné du Padlet et que je dis, nous allons, hop, ici au sein du zoom, nous allons insérer un objet, eh bien, un objet, j'insère ici, hop, c'est simplement dire ça, insérer un objet.
qui apparaîtra du coup exactement au même moment que moi je vais le signifier oralement. Ça va? C'est simplement pour vous dire ça, ajouter de l'écrit en parallèle de la voix, mais ça peut être aussi ajouter du sous-titrage, voilà, c'est ce qu'on fait ici par exemple. Eh bien, on peut l'afficher de cette manière-là. Et vous voyez que la zone de sous-titres, ça correspond à ceci, cette zone bleue. Et vous pouvez alors ajouter des sous-titres autant que vous voulez, l'un à la suite de l'autre. Mais insérer le Bon. sous-titre ou insérer un texte, ça revient au même ou j'ai loupé? Au niveau du visuel, c'est pas forcément la même chose. Quand vous voyez ici l'insertion d'un objet, d'accord, ça correspond à l'insertion d'une légende en réalité, mais cette légende, elle n'apparaît pas par défaut comme les sous-titres avec une zone un peu plus grisée et qui est fort mise en avant. Ah oui, Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus joli au niveau esthétique finalement de voir apparaître les sous-titres de cette manière-ci, plutôt que de voir apparaître les sous-titres sous forme de légende. mais c'est pas sous-titre automatique qui retranscrit ce qu'on dit, si? Non, 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 Ah oui. c'est là la grosse nuance, hein. Ou alors, non, ça ne génère pas des sous-titres, vous devez les intégrer de manière manuelle. Il y a des logiciels qui vous permettent de le faire, hein, soyons bien clairs, mais ici, ça ne permet pas ça. Le seul truc, et en plus, lors de l'exportation, vous n'aurez pas le choix, il y aura directement des sous-titres. Si j'exporte en l'état, je n'aurai pas le choix que de voir apparaître les sous-titres que j'ai intégrés. Je ne pourrai pas les masquer une fois qu'il y aura le format exporté final. Oui, donc en fait, le insérer sous-titre, c'est juste une mise en forme spéciale d'une zone de texte, quoi. Exactement, exactement. Voilà, disons que par rapport à l'insertion de la légende, vous devez vraiment calibrer tous les éléments, savoir la taille de la taille d'écriture, la police, etc., etc. Qu'au niveau des sous-titres, c'est précalibré si vous voulez. Donc vous avez, à chaque fois que vous ajoutez un mot, la zone s'allongera d'elle-même. Voilà, c'est plus pratique finalement. Mais encore une fois, si vous décidez de mettre la zone dessous, ah non, on ne peut même pas, voilà. Ah bah on le fait en même temps. Elle est forcément au milieu de l'écran et en bas. Que la légende, vous pouvez la mettre où vous voulez. Vous voyez, je ne peux pas déplacer ma zone de sous-titres. C'est comme si elle était calée à cet endroit-là. Oui, oui, calé à l'endroit des sous-titres, quoi. Donc en fait, si on a Exactement. envie que ça apparaisse à des endroits qui nous intéressent plus, il faut le faire avec zone de texte Exactement, c'est ça. ou C'est ça. forme. Oui. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Donc voilà finalement pour l'idée du screencast, sachant que l'autre exercice, c'est effectivement exactement la même chose, à la différence que vous utilisez un logiciel de présentation classique. Donc je vais le faire directement avec vous. Je vais relancer un projet et je vais le faire directement sur la présentation que je vous ai faite au début ici de la séance. Donc j'enregistre en tant que vidéo. Et moi, je ne veux plus ceci, je veux ceci. Donc, ce que je vais faire, c'est me replacer sur la zone. Là, plein écran. L'enregistrement démarre, je continue. On va voir apparaître le décompte. Pendant ce décompte, je me mets en mode présentateur. Donc, j'avance dans ma présentation. Je fais un petit test ici. Voilà, voilà, voilà. J'ai fini la présentation. Donc, de ce fait-là, je reviens sur ma barre des tâches d'Active Presenter. Je clique sur le rectangle pour arrêter. Le carré pour arrêter, pardon. Voilà, on dit toujours l'idée de la caméra, hein, mais ça, c'est de mon côté. Et là, c'est le même principe, vous voyez. Encore une fois, j'ai l'enregistrement de ma voix. J'ai l'enregistrement des diapositives que j'ai présentées. Voilà. Et ce que je peux faire avec tout ça, bah, c'est toujours intégrer des zooms, des dézooms, ce genre de choses. Donc, c'est toujours aussi pratique finalement d'avoir ces deux zones-là qui vous permettront alors de pouvoir jouer de manière indépendante sur tous les aspects de l'enregistrement de votre vidéo. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions finalement par rapport à tout ça. Si j'en ai encore une qui me vient à l'esprit. Oui, pas de souci. Si jamais j'insère ma vidéo,
que j'ai, Oui. voilà, une vieille vidéo que j'ai. Est-ce qu'il y a moyen de splitter le son et la vidéo? Oui. Alors, ce que je vais le faire Mmh. directement. Si j'insère, je repars toujours d'un nouveau projet hein, pour ça. Hop. Ça, c'est une bonne question. Alors, si j'insère une vidéo à partir du fichier, je vais reprendre directement alors la vidéo qui a été montée. De cette manière-là, là, je sais que j'ai du son. Mais là, vous voyez que j'ai du son, j'ai la vidéo, mais tout est l'un sur l'autre Fusionné. finalement. Hein. Donc là, je suis un peu ennuyé. Eh bien, je clique droit, pardon, et là, je fractionne la piste audio. Vous Mmh. avez vu? Oui. Et là, c'est valable pour toutes les vidéos. Hein. Enfin, je vais dire, je vais refaire la manipulation. Donc là, vous voyez que j'ai un bloc, le tout sur la même ligne. Donc Mmh. là, c'est assez intéressant parce que si vous avez, par exemple, enregistré une présentation PowerPoint commentée à partir de PowerPoint, mais que vous n'êtes pas satisfait du son, eh bien, il est toujours possible de revenir en arrière pour avoir deux lignes séparées, uniquement retravailler sur le son, mais pas la présentation. Ça va? Donc, je refais la manipulation. Hein. Clic droit, fractionner la piste audio. Et là, vous avez deux lignes indépendantes l'une de l'autre. Et vous pouvez alors refaire l'enregistrement ou voilà, ce que vous souhaitez. Donc c'est bêtement un clic droit dans Oui, oui, c'est ça. En fait, ouais. vous partez de Ah oui, l'importation de votre oui, vidéo. Et puis, voilà, vous cliquez une fois dessus pour qu'elle apparaisse sans surbrillance. Clic droit et fractionnez la piste audio. j'ai encore Mmh. une autre question. Non, non, profitez-en, hein, Hem, vraiment. Si je veux accélérer, une partie de la vidéo Oui, ou la ralentir, je suppose oui. que ça doit être la même chose. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, pour faire ceci, je vais juste enlever le son ici parce que moi j'ai le retour et je ne pense pas que vous entendez le son. Non. Non, donc ce n'est que moi. Je vais me placer ici et je veux effectivement moi j'utilise ceci de cette manière, enfin j'utilise, l'accélération et le ralenti de cette manière-là. Je coupe plusieurs fois dans ma vidéo. Je sais que c'est entre cette partie-là et 13 secondes que j'ai besoin d'accélérer ou ralentir. Ce que je fais, je me place à 9 secondes, je clique sur diviser les objets audio-vidéo, c'est coupé donc en deux. Je me place à l'autre endroit, donc à la fin de mon ralenti ou de mon accélération. Je divise les objets audio et vidéo de nouveau. Donc là, du coup, je me retrouve avec trois parties et c'est cette partie-là qui va m'intéresser. Ce que je vais faire, c'est cliquer dessus une seule fois, placer mon curseur par-dessus, cliquer sur changer la vitesse de lecture, donc ce qui correspond au bonhomme qui court finalement. Et là, je trouve que c'est pas super intuitif non plus. C'est plus des tests qu'il faut réaliser au terme de pourcentage ici, parce que je ne vois pas trop à quoi ça correspond, puisque la vitesse de lecture d'origine est à 200%, alors que normalement elle devrait être à 100%, si vous voulez. 100%. Voilà. Mais imaginons que je veuille que je veux effectivement ralentir la vidéo, bah, je vais le diminuer, on va faire un test avec 25%. Regardez bien ce qui se passe au niveau de la longueur finalement du plan sur ma ligne. Ce qui se passe, c'est qu'il est beaucoup plus long. Donc ça correspond à un ralenti. Vous voyez que maintenant mes plans sont décalés forcément, puisque au départ, eh ben, il était beaucoup plus petit finalement que ce qu'on voit apparaître maintenant. Donc je glisse mon troisième plan qui avait été découpé et je viens faire un test pour voir ce que ça donne au niveau de mon ralenti. Ça va? Donc là, on est bien dans le ralenti. Et au contraire, si je veux accélérer la vidéo, eh bien là, je vais plutôt sur du 350%, hein. Il faut, comme je dis, il faut faire des tests. Et là, on voit que c'est fortement réduit au niveau de la taille. Je fais un test. Effectivement, ma collègue était fort statique au niveau de la présentation du plan, mais regardez plutôt le mouvement du bec ici. On va voir que ça a effectivement accéléré le rythme de la vidéo. Voilà, c'était un des tests, je peux Accéléré le que le faire. ralenti. Le ralenti était plus flagrant. Le ralenti était plus flagrant. Mais ben voilà, elle est en train de pianoter sur son ordi. Je vais refaire la même démarche en direct. Hop. Voilà, donc j'ai cette partie-là que je veux accélérer.
je m'arrête ici pour couper encore une fois. C'est cet extrait-là qui m'intéresse. Et là, je vais effectuer alors une accélération à 400%. Et là, vous allez voir que ça va pianoter. Vous avez vu? C'est assez court hein, pour la séquence, mais regardez le mouvement de ses doigts, ça va effectivement beaucoup plus vite. Donc voilà pour l'accélération et le ralenti. Et si je coupe, donc je Oui. fractionne, et puis que j'élargis le plan, donc si je sélectionne, je sais pas, 15 secondes d'une vidéo, et puis que j'étire, est-ce que ça va le ralentir? Je suis en train d'essayer en même temps, j'ai l'impression que oui, parce que c'est encore plus facile, et du coup, on ne doit pas jouer sur les pourcentages de vitesse. Je sais pas si je suis claire. Si vous prenez, mettons, je vais reprendre un projet vide, encore une fois. C'est vrai que sur ces vidéos-là, je teste aussi sur les vidéos de votre collègue et elle bouge pas beaucoup, alors. Oui, bah oui. Alors, imaginons, je prends cette vidéo, je vais juste justement fractionner la piste audio parce que sinon j'aurai le retour. Ce que vous me dites, c'est que si vous coupez, mettons ici, Vous voyez? là j'ai 2 pistes. Donc, couper un autre bout. Oui, donc je me place, mettons, ici. Oui. Oui, Et puis, le bout du milieu, je le rétrécis. Mais d'accord, attendez. je le joue vraiment directement dans la ligne du temps, en fait. Ah, Donc, si je fais ceci, oui, Ah oui, oui. Et puis que je colle le bout de droite au bout du milieu. alors ce qui va se passer, c'est qu'en faisant ça, vous coupez dans votre vidéo. Ah, d'accord, voilà, j'avais l'impression que ça Malheureusement. accélérait aussi, mais. Et donc, si je l'agrandis Et si vous pour. l'agrandissez, vous allez retrouver la partie que vous avez rognée. Et... Ah oui, d'accord, donc ça ne marche pas. Malheureusement, non. Non, non, Ça non, aurait été plus malheureusement. simple. À fond. Oui. Oui, oui, parce que Faut ce qui se tester en passe. fait, hein. Oui, mais c'est ça, hein, encore une fois. Parce que le Et comme problème en c'est plus en faisant c'est ça. assez statique, c'est compliqué de voir. Et sur ces extraits-là, c'est pas très Non. évident. Oui, voilà. Il faudrait qu'on se filme en bougeant, vraiment, à la limite en courant, en faisant quelque chose comme ça, ce serait beaucoup plus évident. Je réfléchis. Mais le seul truc auquel il faut être attentif aussi, c'est que si vous coupez votre vidéo en 2 parties, d'accord? Vous avez coupé ici et vous avez coupé ici. Cette partie-là que vous avez coupée, je fais la descente dans une ligne, comme ça vous allez comprendre ce que je veux dire. Si vous décidez de l'allonger, forcément, vu que vous l'avez coupé, cet extrait-là, il considère qu'à partir du moment où vous l'avez coupé, il y a plus rien qui suit. Ça va pas être par défaut la suite du plan tel que c'était, donné au départ, si vous voulez. Je sais pas si Oui, vous me donc, suivez? on va avoir du vide alors, c'est ça? Vous allez avoir du vide. Si vous mettez le plan, ici à 30 secondes, le 3e plan, et qu'au départ vous avez coupé ce plan-ci pour n'extraire que cette partie-ci de la vidéo, si vous vous rendez compte: «Ah, je me suis trompé, je vais donc allonger ma vidéo pour rejoindre, ce qui se passe ici», et ben, lorsque vous cliquerez sur la prévisualisation, ce qui se passe, c'est que votre image, elle va être figée sur la dernière image du plan. Ah oui, d'accord, oui, donc oui. Donc voilà, ça c'est pas super. Mais par contre, si vous êtes ici, sur cet extrait-ci, et que plutôt que de couper, vous cliquez, vous glissez jusqu'ici. On vient de couper la vidéo, on est bien d'accord, hein? Ah oui, Donc et là, là, on après, peut si on l'agrandit, on ne l'a pas supprimé, quoi. Donc là, elle va exactement, réapparaître. c'est ça. Et c'est là l'intérêt finalement d'avoir encore ces fameuses 5-6 secondes à la fin et au début de l'enregistrement d'une vidéo. C'est de pouvoir se permettre de se dire: «OK, eh ben, vu que l'image ici, elle s'arrête un peu de manière trop nette, mais je sais que j'ai un peu de rabais derrière, je vais aller sur ce fameux rabais pour assurer une transition douce entre ce plan-ci et ce plan-là». Si on n'avait pas eu ces fameuses 5 secondes, eh ben, on serait bien ennuyé parce qu'il y aurait véritablement eu une cassure entre ce moment-ci et ce moment-là. Vous voyez, on ne comprend plus, ce qui se passe et c'est pas propre, quoi. Voilà, je vous montre encore un petit élément, j'en profite, hein, du coup, par rapport à tout ça.
Je vais refaire un projet vide. Je vais vous montrer comment on intègre une sorte de quiz finalement à l'intérieur d'une vidéo. Donc je vais toujours insérer mes différentes vidéos. Hop, plutôt celle-ci, tout simplement. Je coupe le son. Hop. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on va regarder la vidéo et imaginons à un moment donné, on veut que à ce moment-ci de la vidéo vienne s'intégrer une question. Eh bien, comment je vais faire? Je vais simplement sur l'onglet questions, réponses multiples, choix multiples, etc. On va simplement aller sur choix multiples ici. Je vais écrire simplement un test. Test. Vous voyez que c'est des blocs qui apparaissent tout simplement et qui s'affichent sous forme de dia directement à la suite de notre vidéo. Alors, vous ne tracassez pas, ce qui va se passer après, ça va être très simple. Vous voyez que par défaut, c'est le plan A, enfin la réponse A qui est cochée, mais vous pouvez cliquer sur la réponse 2 pour dire que c'est cette réponse-là qui est la bonne, etc. Ça, on peut paramétrer. D'accord? Donc là, on a notre question. On revient sur notre vidéo. On revient à l'endroit où on décide de faire apparaître la question. Et on clique sur cette option-là. On divise la diapositive. En divisant la diapositive, on se retrouve avec la première partie de la vidéo en diapositive A, la seconde partie de la vidéo en diapositive 2 et la question en diapositive 3. Ça ne nous arrange pas parce qu'on veut que ça apparaisse entre la dia 1 et la dia 2. Donc on clique sur la dia, on la maintient et on la réorganise au même titre qu'un PowerPoint classique finalement. Et une fois qu'on a notre quiz qui est créé, là on va simplement aller dans l'exportation et on va faire un test en HTML5 et je vais vous montrer ce que ça donne. Il faut juste que je revérifie ça. Normalement, c'est OK. En entraînement, ouais. Donc, on ouvre. On va sur entraînement. C'est par défaut que c'est affiché comme ça, soyons bien clairs, hein, mais il y a différentes possibilités de régler les paramètres. Et là, vous voyez les différentes lignes jaunes, et bien, ça correspond à l'endroit où se place alors ma question. Et vous allez voir ce qui se passe. Hop, ma question s'affiche. Et tant que je n'ai pas répondu à la question, la suite de la vidéo n'apparaîtra pas. D'accord? Donc ici, je sais que c'est la réponse A qui était cochée d'origine, mais que je l'ai changée par la réponse 2. Si je fais la réponse A, je sais que ça va être faux, je soumets. Voilà. On peut ajouter aussi un feedback par rapport à la question, par rapport à ce genre de choses. Donc ça, on peut y penser aussi. On peut continuer. Mais par rapport à ça aussi, on peut revenir au début de la vidéo, la mettre en pause, accélérer, etc. Et je pense qu'il y a moyen de paramétrer aussi le résultat des réponses obtenues, enfin des réponses données par les étudiants lorsqu'on le paramètre pour obtenir les résultats en ligne aussi. Mais c'est moins confortable, je dois bien vous l'avouer, qu'un système tel que Edpuzzle. Comme, Là, pour l'histoire du QCM, est-ce que je peux avoir un feedback par réponse choisie? Parce que je vais dire, si la réponse 1 est mauvaise, je sais pourquoi elle est mauvaise. Donc, est-ce que je peux dire, attention, tu as oublié ceci? Si la réponse 3 est mauvaise, mais attention, tu as oublié autre chose. C'est possible? oui, normalement, oui. Il faut juste que je vérifie. Non, effectivement, si le feedback n'apparaîtra pas directement, si j'en crois ce qu'on me propose comme option, mais par contre, vous pourriez très bien calibrer vos diapositives de manière à ce que si la personne répond point 1 ou point 2 à la place du point 3, eh bien que dans la poursuite de la vidéo, il n'aille pas directement sur la suite de la vidéo, mais sur la dia de rétro, enfin comment? La dia de feedback en lien avec la réponse sur laquelle il a cliqué, si vous voulez. Ah oui, donc si c'est incorrect, je dis ça va vers la dia explication, et si c'est correct, ça va vers la suite de la Voilà, vidéo.
C'est ça, c'est exactement ça. Comme on le Ouais. voit ici, hein, aller à la dernière diapositive visée, etc., ça correspond en fait à ce qui va se passer si on clique sur 2 ou si on clique sur 1, si on clique sur 3, etc. Et là, ça se trouve vraiment ici, si vous voulez, dans les propriétés des diapositives, etc., etc. Mhm. Et on peut bloquer si c'est incorrect tant qu'il n'a pas bien répondu. Enfin, est-ce qu'il y a moyen de revenir? Donc, je veux dire, si c'est incorrect, je montre l'explication. Est-ce qu'on peut Oui. revenir à la question pour qu'il réponde de nouveau? Là, je ne pense pas qu'il puisse de nouveau répondre, si je ne dis pas de bêtises. Hop. Si, apparemment. Ça, c'est une excellente question. Je ne saurais pas. Je préfère ne pas vous dire de bêtises parce que je maîtrise vraiment moins bien la question du QCM et justement de ce qu'il suit par rapport à ça. C'est vraiment l'idée de pouvoir faire des pauses au sein de la vidéo pour avoir alors l'idée que, bah oui, ça, je me suis planté ou ça, je dois retravailler, etc. Mais au niveau des capacités techniques et limites techniques de l'outil Active Presenter, je ne saurais vraiment pas vous dire. Malheureusement. Et, Si, et si je ça, trouve l'info, je peux c'est. regarder, hein. Mais enfin, non, si je sais, j'ai déjà une idée de comment ça se fait, donc je pourrais chercher. Et ça, c'est un export en HTML5, c'est ça? C'est Ou... bien ça, ouais. Ici, je vais faire du HTML5. Et ça, j'en fais quoi sur Moodle? Il faut voir si c'est effectivement compatible. Je ne sais pas si Moodle est compatible avec du HTML5. C'est vraiment des questions très, très techniques à ce niveau-là. Mais vous pourriez peut-être demander à La votre, personne. la personne relais, oui, qui travaille au sein de Mm. votre établissement. Je crois que c'est Emmanuel, hein, si je ne dis pas de À mon bêtises. avis, c'est plutôt Cédric pour ça, Ou Cédric Cédric, Thiernes, oui. j'imagine. Oui, Enfin, en oui, tout cas, oui. quand j'ai des questions très précises sur Moodle, c'est souvent lui que j'embête. Voilà, donc il faut vraiment pas hésiter, je vais dire, hein, c'est des questions vraiment d'ordre plus technique et de compatibilité. Je sais bien que H5P est fonctionnel et H5P vous permet effectivement de faire des vidéos interactives avec un feedback, rétroaction, etc. Mais H5P est payant, encore une fois. Et le truc, c'est que, voilà, moi j'ai découvert un peu sur le tard, hein, mais Edpuzzle vous permet, enfin vous connaissez aussi Edpuzzle, mais de pouvoir, j'avais fait un petit test justement dernièrement, où vous avez la possibilité d'intégrer différentes questions, etc., etc. Ici, c'était un choix multiple. Voilà. Et vous voyez, quand je lance alors la vidéo s'arrête, je vois la question à choix multiple, je peux la modifier, etc., etc. Mais alors ça, il faut voir si c'est compatible au format d'exportation. Si je fais ça, on va voir. Moi, quand j'avais Voilà. cherché, j'avais l'impression que je pouvais pas l'intégrer parce que mon objectif, moi, c'était d'intégrer en iframe via, enfin, dans Ben, bien Moodle quelque sûr. part, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. La seule réponse finalement à l'intégration sur Moodle, c'est que vous envoyez le lien public généré par la réalisation de votre vidéo réalisée par Edpuzzle. Vous voyez, c'est jouer de stratégie, c'est un lien dans un lien finalement, hein, mais vous utilisez l'outil Edpuzzle, vous pouvez pas l'intégrer directement à Moodle, mais les étudiants, lorsqu'ils vont sur Moodle, ont un lien qui les renvoie vers Edpuzzle pour qu'ils puissent regarder la vidéo, répondre aux questions, etc. Et à partir de là, vous jouez sur deux plateformes différentes. Mais ce serait plus confortable si c'était effectivement central. Après, il faudrait voir si on sait intégrer du HTML5 sur Geniali et créer une image Geniali qu'on sait intégrer en iframe dans Moodle et mettre et stocker la vie. Je sais pas si c'est possible, ça. Ce serait génial. Oui, ce serait C'est... bien, mais Non, non, tout à fait, parce que vous avez... oui, oui, oui. Mais c'est ça l'astuce, hein, finalement. Si l'outil institutionnel ne vous permet pas de pouvoir intégrer des éléments externes, finalement, qui seraient pris en charge, eh bien, vous donnez la possibilité de quand même vous diriger vers les éléments externes à partir de la plateforme institutionnelle. Il faut voir les limites aussi, hein, mais voilà, si vous estimez que les présentations ne sont pas super bien par rapport à Moodle, mais que vous n'avez pas la possibilité non plus d'intégrer les Geniali directement, ben, créez quand même votre Geniali, partagez le lien de votre Geniali directement sur la plateforme institutionnelle. Comme ça, eh ben, tout est dans tout, encore une fois. Vous voyez ce que je veux dire? oui.
Mais ça, les Geniali, on sait les mettre sur Moodle, il n'y a pas de souci. Avec Oui. le script en intégration, ça passe. Ça, on peut. Oui, ça c'est plus confortable. Mais par rapport au HTML5, etc., c'est vraiment plus technique à ce niveau-là. Je suis malheureusement incapable de vous répondre. Donc voilà pour ces quelques éléments finalement en lien avec cette formation aux usages pédagogiques de la vidéo, et notamment l'introduction au logiciel de captation et de montage. Et moi, de mon côté, j'ai terminé, mais si vous avez encore l'une ou l'autre question, je reste bien entendu disponible pour pouvoir répondre à vos dernières interrogations. Non, moi, ça y est, ma Ouais. liste de questions est toute cochée. donc Mais c'est c'est très bien. parfait du coup. Et To-do encore une list. fois, je vous enverrai la vidéo avec toutes les manipulations qu'on vient de réaliser ici ensemble. Ce sera quand même plus confortable aussi si vous voulez revenir sur tel ou tel point. Et je reste de toute façon disponible si vous avez besoin d'un conseil ou autre par rapport à la manipulation logicielle ou par rapport aux caractéristiques d'une vidéo.